Dans une petite commune nommée le Canal Aveugle, en périphérie de Paris, la tranquillité autrefois chaleureuse s'est transformée en un cauchemar du jour au lendemain. Les nuits, jadis bercées par le seul chant des grillons, sont désormais emplies de chuchotements, de cris étouffés et d'une méfiance grandissante entre voisins. Des gens ont commencé à disparaître sans laisser de traces, et une ombre obscure a lentement éclipsé la lumière de l'espoir. Que se cache-t-il réellement derrière cette communauté paisible? Voici une histoire vraie qui a ébranlé la société. Une histoire de peur, de courage et de lutte pour la survie au cœur des ténèbres. Paris suffoquait sous la chaleur d'un matin d'été en 2023. Le soleil frappait la surface de l'eau du canal, la faisant scintiller, tandis qu'une petite péniche chargée de légumes, de fruits et de poissons accostait lentement au marché du quai de la Marne. Le bruit des rames se mêlait au rire des marchands. L'odeur du café noir se mélangeait à celle du poisson fumé séchant le long du quai. La vie semblait s'écouler paisiblement en ce lieu. Pourtant, derrière ce calme apparent, un sombre secret prenait forme. Dans un simple bistrot en bordure de la route nationale 3, l'une des artères principales reliant Paris au département voisin, se trouvait un petit établissement nommé chez Lily et René. L'enseigne était vieille, la peinture écaillée par le temps et les intempéries, mais le bistrot était toujours bondé. Tout le monde disait que c'était un endroit où l'on mangeait pour pas cher un plat du jour absolument divin. Les propriétaires, Lily et son mari René, étaient connus pour leur convivialité et leur vie simple. Ils tenaient ce bistrot depuis des années pour subvenir aux besoins de leurs 3 enfants encore scolarisés. L'endroit était devenu une halte populaire pour beaucoup. Les routiers de passage, les ouvriers du bâtiment, les employés de bureau et même les commerçants du marché. Tous avaient un jour confié leur estomac à cet endroit. Pour seulement 10 €, les clients recevaient une assiette bien chaude et généreusement servie de plats du jour. Il y avait des poêlées de légumes, des ragoûts épicés. Mais le plat le plus spécial était le bœuf bourguignon, avec ses morceaux de viande épais et tendres qui fondaient dans la bouche. C'est ce qui distinguait chez Lily et René des autres. La viande y était toujours abondante, les morceaux généreux, la texture tendre et le goût sucré, salé unique et savoureux. Ceux qui y goûtaient pour la première fois étaient souvent surpris et finissaient par devenir des habitués. Gérard, un routier fidèle client, disait souvent en plaisantant: « Quand je passe dans le coin et que mon estomac gargouille, je pense direct au bœuf de Lily. Rien que d'y penser, l'odeur et le goût me reviennent déjà en mémoire. » Mais chose étrange, alors que les autres restaurants du coin se plaignaient de la hausse des prix de la viande et de la difficulté à s'approvisionner, chez Lily et René ne semblait jamais manquer de rien. Dans la cuisine, d'énormes marmites de bourguignon mijotaient en permanence. Chaque jour, il y avait du bœuf en sauce, du bœuf sauté et du bœuf à l'ail. L'arôme de la nourriture se répandait jusqu'à la route, obligeant quiconque passait par là à se retourner. Parmi les habitués, il y avait un jeune homme nommé Julien. C'était un ouvrier du bâtiment qui vivait avec sa mère, Monique, dans une petite maison en bois près du canal Saint-Denis. Julien travaillait dur chaque jour, son corps couvert de poussière de ciment et de sueur. Souvent, après le travail, il s'arrêtait au bistrot avec ses amis. Parfois, il achetait une barquette à emporter pour sa mère, car le prix était abordable et correspondait à son modeste salaire. Un après-midi de forte chaleur, Julien était assis sur un banc dans le bistrot, contemplant les plats alignés. Il prit une bouchée de son bœuf bourguignon, accompagné de pommes de terre, et mâcha lentement, ses sourcils se froncèrent légèrement. Le goût de la viande était étrange aujourd'hui. Elle était plus tendre que d'habitude, avec une douceur naturelle et une sensation bizarre sur la langue. « C'est du bœuf ou du veau ?» pensa-t-il. Il avait mangé du bœuf du marché d'innombrables fois, mais ce goût était différent. Poussé par la faim, Julien continua de manger jusqu'à finir son assiette, tout en buvant un grand verre de limonade fraîche. Julien n'était pas le seul à avoir eu cette étrange impression. Sylvie, une vendeuse de tissus au marché, avait ressenti la même chose. Mais chaque fois que quelqu'un posait la question, Lily souriait et répondait « C'est de la viande de notre fournisseur habituel. On se connaît depuis longtemps. Alors on a de bons prix et de la bonne qualité. » La réponse semblait plausible, même si le regard de Lily paraissait parfois fuyant. Les jours passèrent et chez Lily et René,
restait l'endroit favori des habitants. Ils discutaient, plaisantaient, mangeaient avec appétit et louaient les prix incroyablement bas, sans se douter que derrière l'odeur alléchante de la nourriture se cachait un secret qui, un jour, ferait trembler tout Paris de terreur. Cet après-midi-là, la chaleur étouffante de l'été pesait toujours sur la région parisienne. La Nationale 3 était remplie des klaxons des camions et des scooters garés le long de la route. Le bistrot de Lily et René était encore plein de clients. Julien arriva avec 2 ou 3 de ses collègues, le corps couvert de poussière de ciment, son t-shirt trempé de sueur. Ils s'assirent sur un long banc, utilisant leur casque de chantier pour s'éventer, et commandèrent comme d'habitude. Lorsque son assiette de haricots verts, de bœuf bourguignon et de sauce piquante fut posée devant lui, Julien s'arrêta un instant. Il prit un morceau de viande brun foncé et le mordit lentement. La texture était si tendre, presque comme du poulet fermier, mais le goût sucré, salé était différent. Julien déglutit avec un sentiment de malaise. Il achetait souvent du bœuf au marché pour sa mère. La viande du marché était généralement plus ferme, avec des fibres bien visibles et parfois du gras. Mais la viande qu'il mangeait en ce moment était étrange. Ce n'était pas du bœuf, ni de l'agneau, et certainement pas du poulet. « Marc, tu trouves pas que la viande est bizarre aujourd'hui ? Pas comme d'habitude, » chuchota-t-il. Il a son meilleur ami assis à côté de lui. Marc haussa les épaules et rit doucement. « Oh, Julien, tu te fais des films. On a sûrement eu un bon morceau aujourd'hui. Ou alors Lily a juste perfectionné sa recette. Elle cuisine super bien, tu sais. » Julien ne répondit rien. Son regard se porta vers la cuisine. Il vit Lily verser de nouveaux morceaux de viande dans la marmite. Leurs regards se croisèrent par hasard. Un sourire forcé apparut sur le visage de Lily, comme si elle cherchait à cacher quelque chose. Ce jour-là, Julien ne finit pas son assiette. Son estomac était noué par le soupçon. Quelques jours plus tard, Sylvie, la vendeuse de tissus du marché de Saint-Denis, s'arrêta au bistrot pour acheter un plat à emporter. Elle attendait près du comptoir, s'éventant avec son mouchoir pour supporter la chaleur. Soudain, une odeur nauséabonde s'échappa de la cuisine. Une odeur métallique, comme du sang frais qui n'aurait pas été nettoyé. « Lily, qu'est-ce que c'est que cette odeur étrange ?»« On dirait du sang, » dit Sylvie en se couvrant le nez. Lily parut surprise un instant, avant de rire pour dissimuler son embarras. « Oh, la viande vient juste d'être livrée. Ils n'ont sûrement pas encore eu le temps de la nettoyer. » La réponse semblait logique, mais le regard fuyant de Lily mit Sylvie mal à l'aise. Ce soir-là, en dînant avec sa famille, Sylvie eut du mal à avaler la viande du plat qu'elle avait acheté. Son mari mangeait avec délectation, ne cessant de la complimenter. Leur plus jeune fils mangeait joyeusement en racontant sa journée d'école. Mais Sylvie restait silencieuse, repoussant les morceaux de viande sur le bord de son assiette. Dans son esprit, une petite voix lui murmurait que quelque chose n'allait pas avec cette viande. Elle n'osa en parler à personne, gardant ses doutes pour elle. Pendant ce temps, l'agitation de Julien grandissait. Il commença à remarquer un schéma inquiétant. Chaque fois qu'une nouvelle disparition était signalée dans le quartier du Canal Aveugle, quelques jours plus tard, la quantité de plats à base de viande au bistrot semblait augmenter de façon spectaculaire. Une nuit, alors qu'il rentrait tard après avoir dû finir un chantier en urgence, Julien vit le vieux scooter de René passer. À l'arrière du scooter, il y avait une grande caisse recouverte d'une bâche. Par un interstice, un liquide sombre gouttait sur la route, laissant une traînée derrière lui. Un frisson parcourut Julien. Il s'arrêta, immobile, fixant la traînée. Son esprit était en ébullition. Était-ce du sang? Le lendemain matin, Julien raconta tout à Marc alors qu'il nettoyait leur truelle au bord du canal. « Je l'ai vu de mes propres yeux, Marc. Un liquide rougeâtre qui coulait de la caisse sur le scooter de René. Ce n'était pas de la peinture, ni de l'huile de moteur. J'en suis sûr, c'était du sang. » Marc resta silencieux, son visage devenant sérieux. Il aurait voulu rire au nez de Julien, mais le regard de son ami était trop déterminé. « Julien, fais gaffe, mec. Si tu te trompes, tu vas avoir de gros ennuis. On ne peut pas accuser les gens comme ça sans preuve. » Julien hocha lentement la tête, mais son cœur battait la chamade. Quelques nuits plus tard, sa peur devint une réalité plus horrible encore. Vers 2 heures du matin,
La communauté était silencieuse, seulement accompagnée par le chant des grillons. Julien fut réveillé en sursaut par un cri strident, provenant de la direction du bistrot. La voix était aiguë, celle d'une femme. Julien se leva précipitamment et se dirigea vers la fenêtre. De loin, il vit la porte de la cuisine du bistrot entr'ouverte, laissant filtrer la faible lueur d'une lampe à pétrole. Puis il entendit un bruit, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol. Le cœur battant à tout rompre, Julien rassembla son courage et sortit de chez lui. Caché derrière une palissade en bambou, il vit René traîner un grand sac vers l'arrière de la maison. Le sac était humide, laissant une trace sombre sur le sol. Soudain, la lumière de la lune révéla quelque chose. Une main humaine, pâle et inerte, pendait de l'ouverture du sac. « Mon Dieu !» murmura Julien, son corps tremblant violemment. Son pied écrasa une brindille sèche. Le craquement résonna dans le silence de la nuit. René s'arrêta net. Il se retourna brusquement, son regard balayant l'obscurité. Julien retint sa respiration, figé derrière un massif de bananiers. Les quelques secondes qui suivirent lui parurent une éternité. Finalement, René secoua la tête et continua de traîner le sac à l'intérieur. Julien faillit s'évanouir. Une sueur froide coulait sur son corps, malgré l'air frais. Il rentra chez lui d'un pas chancelant. Toute la nuit, l'image de cette main pâle le hanta. Le lendemain matin, Julien retrouva Marc dans un petit café au bord du canal. Son visage était livide, sa voix tremblante, tandis qu'il racontait ce qu'il avait vu. Le cri nocturne, le grand sac et la main humaine qui en sortait. Marc, d'habitude si décontracté, devint blême. « Julien, tu te rends compte? Si c'est vrai, on est face à un truc hyper dangereux. Mais si tu t'es trompé, tu pourrais être accusé de diffamation. On doit être prudent. » Julien regarda son ami, les yeux remplis de terreur. « Je ne peux pas m'être trompé, Marc. Je l'ai vu de mes propres yeux. On ne peut pas rester sans rien faire. On doit appeler la police. » Marc resta silencieux un long moment, fixant l'eau du canal. Finalement, il hocha lentement la tête. « D'accord, mais il faut trouver un moyen sûr. Il ne faut pas qu'ils sachent que c'est nous qui les avons dénoncés. » Sans qu'ils le sachent, derrière la fenêtre sombre du bistrot, une paire d'yeux les observait attentivement. Cette nuit-là, les soupçons de Julien n'étaient plus une simple intuition. C'était le début d'un long cauchemar qui allait secouer toute la banlieue parisienne. Depuis la nuit où Julien avait vu le grand sac avec la main humaine, sa vie avait basculé. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image revenait. Il avait l'impression d'entendre encore le bruit du sac traîner sur le sol, ce qui lui donnait la chair de poule. Sur le chantier, en mélangeant le ciment, son esprit était ailleurs. La nourriture qu'il mangeait autrefois avec appétit lui restait maintenant sur l'estomac. Ses amis commencèrent à lui demander pourquoi il avait maigri et avait l'air si pâle. Marc, qui était toujours à ses côtés, était tout aussi anxieux. Un après-midi, ils étaient assis au bord de la Seine. Le vent du soir soufflait doucement, apportant une odeur de vase. Marc regarda son ami et dit à voix basse : « Si ce qu'on soupçonne est vrai, Julien, il nous faut des preuves. Avec seulement des mots, personne ne nous croira. Ils diront qu'on est parano. » Julien hocha la tête, le visage toujours tendu. « Je sais, on doit s'approcher, sinon il y aura d'autres victimes. » La nuit suivante, les deux amis se cachèrent dans un buisson non loin du bistrot. Il était presque minuit. L'air était humide et le chant des grillons incessant. Dans le bistrot, une faible lumière de lampe à pétrole brillait encore. Peu de temps après, ils virent René sortir sur son vieux scooter, avec un grand sac maladroitement attaché à l'arrière. Julien et Marc se regardèrent et le suivirent discrètement à distance. La petite route qu'ils empruntaient était sombre et déserte. Le scooter se dirigeait vers le canal aveugle. De loin, ils entendirent un grand plouf, comme si quelque chose de lourd avait été jeté à l'eau. Julien eut la nausée, tandis que Marc se couvrit la bouche. « Marc, t'as entendu ce bruit ?» chuchota Julien, la voix tremblante. Marc hocha la tête, le visage livide. Ils savaient tous les deux que ce qui venait d'être jeté n'était pas de simples ordures. Le lendemain, le marché du canal aveugle était en émoi. La nouvelle de la disparition de Chloé, une jeune fille qui vendait des billets de tombola, s'était répandue. Sa mère pleurait à chaudes larmes devant l'église, suppliant tout le monde de l'aider à la retrouver. Certains marchands affirmèrent avoir vu Chloé pour la dernière fois alors qu'elle passait devant le bistrot chez Lily et René en début de soirée. Après cela,
Elle avait disparu sans laisser de traces. Les chuchotements commencèrent à se propager, devenant de plus en plus forts de jour en jour. Certains osaient murmurer que Chloé était peu, être entrée dans ce bistrot, mais d'autres secouaient la tête et disaient aux gens de se taire. Au marché, Sylvie, en apprenant la nouvelle, sentit son cœur battre la chamade. Ses souvenirs la ramenèrent à l'odeur de sang qu'elle avait sentie dans la cuisine du bistrot. Elle se couvrit la bouche, se sentant faiblir. Ce soir-là, en dînant avec sa famille, elle ne put rien avaler. Son mari lui demanda pourquoi elle avait l'air si abattue, mais elle répondit simplement que ce n'était rien. Pourtant, au fond d'elle, Sylvie se sentait coupable de son silence. Elle voulait parler, mais elle avait peur d'être accusée de calomnie, peur que sa famille ait des ennuis si elle se trompait. Mais si elle se taisait, il y aurait peu être d'autres victimes. Ce sentiment l'empêcha de dormir pendant plusieurs nuits. Finalement, Sylvie alla voir le père Michel, le curé respecté de la communauté. D'une voix tremblante, elle lui raconta tout, l'odeur de sang, le goût étrange de la viande et la nouvelle de la disparition de Chloé. Le père Michel l'écouta attentivement et avec sérieux. « Sylvie, mon enfant, c'est une affaire très grave. Nous ne pouvons accuser personne à la légère. Mais s'il y a des doutes fondés, il faut les garder en mémoire, observer, et quand le moment sera venu, il faudra prévenir les autorités. » La vérité finit toujours par éclater avec l'aide de Dieu. Ces mots apaisèrent un peu le cœur de Sylvie, même si la peur la tenait toujours. Pendant ce temps, Julien et Marc prirent plus de risques. Un après-midi, Julien fit semblant de s'arrêter seul au bistrot. Il commanda un plat, puis prétexta d'aller aux toilettes avant de se diriger vers l'arrière du restaurant. Son regard fut attiré par un sol en béton encore humide, avec des taches sombres ressemblant à des traces de sang mal nettoyées. Les mains tremblantes, Julien sortit son téléphone et prit plusieurs photos. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que quelqu'un allait le surprendre à chaque seconde. Quand il revint à l'avant, Lily l'attendait, le regard perçant. « Tu te balades partout, Julien. Tu cherches quelque chose. » Sa voix était neutre mais glaciale. Julien força un sourire. « Oh non, madame, je cherchais juste les toilettes. » Lily hocha simplement la tête, mais son regard le glaça sur place. Cette nuit-là, Julien montra les photos à Marc. « Regarde ça, des taches de sang. Tu ne peux plus dire que j'ai la berlue. » Marc déglutit, son visage se tendant. « Mon Dieu, si c'est vrai, il faut vite parler aux flics, mais sans se précipiter. Faut faire gaffe. S'ils savent que c'est nous qui les avons balancés, on est mort. » Les jours suivants, l'atmosphère dans la communauté changea encore. Les gens commencèrent à éviter d'aller manger chez Lily et René. Certains se contentaient de chuchoter dans les coins du marché, tandis que d'autres faisaient semblant de ne rien savoir. Gérard, le routier qui y mangeait si souvent, lança un soir une blague au ton amer. « J'ai entendu dire que leur viande, c'est pas du bœuf. Faites gaffe, les amis. » Les gens autour de lui jetèrent un regard furtif, puis baissèrent rapidement la tête, comme si sa plaisanterie était trop dangereuse pour être entendue. Julien se sentait de plus en plus sous pression. Il avait l'impression que quelqu'un surveillait sa maison chaque nuit. Parfois, il entendait des bruits de pas à l'extérieur, mais quand il sortait, il n'y avait personne. Il mangeait moins, son corps s'amincissait. Sa mère, Monique, s'inquiétait et lui posait sans cesse des questions, mais Julien n'osait pas lui raconter ce qu'il avait vu. Une nuit, Julien et Marc surveillèrent à nouveau le bistrot. À travers une fente dans la palissade, ils virent René porter un autre sac dans la cuisine. Son ombre s'étirait sur le mur. De l'intérieur, ils entendirent un bruit de métal, comme un grand couteau s'abattant sur une planche à découper. Puis le bruit d'eau coulant à fort débit, comme pour laver quelque chose. Julien déglutit. Marc ferma les yeux et se couvrit le visage. « Marc, on ne peut plus attendre. Si on se tait, quelqu'un d'autre va disparaître, » chuchota Julien. Marc ouvrit les yeux et regarda son ami, le visage crispé. « Je sais, mais il faut être plus malin. On doit attendre le bon moment. Il nous faut plus de preuves et quelqu'un de confiance. » Au marché, les pleurs de la mère de Chloé résonnaient chaque jour. Les gens commençaient à oser faire le lien entre les différents événements. L'odeur étrange du bistrot, le cri nocturne, le sac que portait René et la disparition de Chloé. Mais tout cela n'était encore que des rumeurs. Personne n'osait parler à voix haute. Seuls Julien et Marc avaient été témoins des signes macabres. Et dans le silence de la nuit, les deux amis
se firent une promesse à voix basse. Ils ne resteraient pas inactifs, quel que soit le risque. Ils allaient porter cette vérité devant la justice. C'était le début de leur combat. Celui de deux jeunes hommes ordinaires accidentellement mêlés au sombre secret d'un petit bistrot de bord de route. Un secret qui, bientôt, allait faire trembler toute la banlieue parisienne. La nouvelle de la disparition de Chloé, la jeune vendeuse de billets de tombola vue pour la dernière fois près du canal aveugle, sema encore plus la panique parmi les habitants. Le journal local titra en première page. Alerte, disparition inquiétante d'une adolescente, la police inquiète. Au marché, les parents interdisaient à leurs enfants de sortir le soir. Le moindre bruit dans une ruelle étroite faisait sursauter les gens. Julien et Marc rassemblèrent leur courage et se rendirent au commissariat de police du canal aveugle. Ils connaissaient les risques, mais rester silencieux signifiait accepter d'autres victimes. Dans un petit bureau sentant le vieux papier, un jeune officier de police les reçut. Il s'appelait lieutenant Antoine Dubois, un homme d'une trentaine d'années au visage calme, au regard attentif et à la voix rassurante. « Vous êtes sûr de ce que vous avez vu ?» demanda le lieutenant Dubois en se penchant en avant. Julien déglutit, sa voix tremblait. « Je l'ai vu de mes propres yeux, monsieur. » Une main humaine sortait du sac que René transportait. « Je ne peux pas m'être trompé. » Et on a des photos de taches de sang derrière le restaurant, ajouta Marc en tendant son téléphone, montrant des images qui firent taire la pièce un instant. Le lieutenant Dubois soupira longuement. « C'est extrêmement grave, mais nous ne pouvons pas agir de manière précipitée. Une erreur pourrait vous mettre en danger et compromettre l'enquête. Je vais me rendre sur place moi-même, mais vous devez rester très prudent. » Cette nuit-là, le lieutenant Dubois mit en place un plan simple. Il se ferait passer pour un client ordinaire. Le bistrot chez Lily et René semblait normal quand il arriva. 2 ou 3 routiers mangeaient en riant devant un vieux téléviseur diffusant une émission comique. L'odeur de nourriture flottait dans l'air. Le lieutenant Dubois, en civil, s'assit sur un banc. « Un bœuf bourguignon, s'il vous plaît, madame, » dit-il amicalement. Lily lui adressa un léger sourire. « Asseyez-vous, j'arrive. » Dès la première bouchée, le lieutenant Dubois sentit que quelque chose clochait. La texture de la viande était trop tendre, le goût délicieux mais différent. Il ne montra aucune surprise, mâchant lentement et emballant discrètement un petit morceau dans une serviette en papier qu'il glissa dans sa poche. Le routier à côté de lui plaisanta. « C'est pas cher, hein, patron. Si vous passez dans le coin, c'est l'adresse à ne pas manquer. Où d'autres on vous servirait autant de viande ?» Un autre chauffeur ajouta. « C'est vrai ça, mais je me demande comment elle fait pour ne jamais en manquer. » Ils rirent comme si ce n'était qu'une simple conversation. Le lieutenant Dubois sourit et participa à la discussion, bien qu'un sentiment de malaise le gagnât. Après avoir fini, il dit à Lily « C'était délicieux. Pas étonnant qu'il y ait autant de monde. » Lily se contenta de sourire, mais son regard était perçant, comme si elle essayait de lire dans ses pensées. Cette nuit-là, le lieutenant Dubois retourna au commissariat avec l'échantillon de viande. Il l'envoya immédiatement au laboratoire de la police scientifique. Julien et Marc, qui attendaient avec anxiété, demandèrent des nouvelles, mais le lieutenant Dubois répondit brièvement. « On attend. Mon instinct me dit que vous n'avez pas rêvé. » L'attente fut interminable. Julien ne pouvait plus manger en paix. Il avait l'impression d'être suivi à chaque pas. La nuit, il entendait des bruits de pas traînants devant sa maison, mais quand il ouvrait la porte, il n'y avait que le vide. Au marché, il sentait des regards étranges posés sur lui depuis la foule. Cette paranoïa le rendait nerveux, même s'il essayait de le cacher à sa mère Monique. Pendant ce temps, Sylvie commença à se sentir menacée. Un après-midi, en rentrant du marché, elle sentit quelqu'un la suivre. Chaque fois qu'elle se retournait, les bruits de pas cessaient. Quand elle accélérait, il reprenait. Arrivée chez elle, elle ferma la porte à clé et s'appuya contre le mur, le souffle court. « Si je parle, est-ce qu'on me fera disparaître aussi ?» pensa-t-elle. Quelques jours plus tard, les résultats du laboratoire arrivèrent. Le lieutenant Dubois fut convoqué à la médecine légale. Le médecin le regarda avec sérieux. Les premiers résultats de l'échantillon de viande montrent la présence d'ADN humain. Nous devons effectuer des tests plus approfondis pour confirmer, mais les premiers signes sont très clairs. Le lieutenant Dubois resta sans voix. Il savait que la vérité commençait à émerger,
Mais il réalisait aussi à quel point c'était dangereux. Si la nouvelle fuyait trop tôt, les habitants pourraient paniquer ou même se faire justice eux-mêmes. Cette nuit-là, il retrouva Julien et Marc dans le café au bord du canal. « Vous aviez raison, dit-il à voix basse. Mais il nous faut plus de preuves. Nous devons les prendre en flagrant délit, sinon ils pourraient s'en sortir. » Julien serra les poings. « On est prêt à aider. On connaît un peu leurs habitudes. On peut surveiller. » Le lieutenant Dubois les regarda longuement. « D'accord, mais ne faites rien d'imprudent. Ne leur montrez surtout pas que vous êtes les informateurs. S'ils vous soupçonnent, vos vies pourraient être en danger. » À partir de ce jour, Julien et Marc devinrent secrètement les yeux et les oreilles de la police. Ils notaient les heures de sortie du scooter de René la nuit, les clients suspects, et prenaient même des photos de l'ombre des sacs transportés. Tout était transmis au lieutenant Dubois, mais la pression augmentait. Sylvie remarqua que Lily la fixait froidement quand elle passait devant le bistrot. Ce regard la faisait trembler, comme une menace silencieuse. Chez elle, elle priait plus longtemps chaque nuit, demandant à Dieu de protéger sa famille. Pendant ce temps, le bistrot chez Lily et René restait ouvert comme si de rien n'était. Certains clients continuaient de venir, ignorant les rumeurs. L'important, c'est que ce soit pas cher et que ça cale, disait un chauffeur de taxi en riant, sans savoir que chaque bouchée qu'il avalait pouvait contenir un sombre secret. La communauté du canal aveugle devenait de plus en plus effrayante. Les chuchotements s'intensifiaient, mais personne n'osait parler ouvertement. Tout le monde attendait, tout le monde s'inquiétait, tandis que l'ombre du bistrot se dressait au bord de la route, défiant quiconque oserait la dévoiler. Et le lieutenant Dubois savait que le temps pressait. La bataille entre la vérité et le sombre secret ne faisait que commencer. L'été parisien s'éternisait. Les nuits au canal aveugle, autrefois animées par le bruit des péniches, étaient désormais silencieuses. Les habitants fermaient leurs portes plus tôt, n'osant plus sortir. Les rues étaient sombres, à peine éclairées par quelques lampadaires, tandis que les chuchotements s'épaississaient dans l'air. Le bistrot Chess Lily et René restait ouvert, mais le nombre de clients avait diminué. Seuls quelques routiers s'y arrêtaient encore, ignorant les rumeurs. Au marché, les gens se prévenaient. Si tu continues à manger là, bas, c'est que tu fermes les yeux. Cette phrase se propagea lentement mais sûrement, effrayant encore plus de gens. Julien et Marc étaient de plus en plus nerveux. Chaque fois qu'ils passaient devant le bistrot, Julien sentait une oppression dans sa poitrine, comme si des yeux le fixaient. Marc, bien qu'il essayât de plaisanter pour détendre l'atmosphère, ne pouvait cacher la tension sur son visage. Un après-midi, ils étaient assis au bord du canal, observant l'eau trouble qui s'écoulait lentement. Julien prit la parole à voix basse. « Marc, je suis sûr que cette nuit-là, j'ai entendu quelque chose tomber à l'eau. Peut-être qu'il y a quelque chose de jeté par ici. » Marc regarda l'eau qui reflétait la lumière du soir. « Alors il faut le trouver. Si quelque chose a été jeté, ça pourrait être la preuve qu'ils ne pourront pas nier. » La nuit suivante, ils retournèrent au bord du canal, armés d'une petite lampe de poche. L'odeur de vase se mêlait à une odeur étrange et âcre. Julien éclaira les racines des arbres qui plongeaient dans l'eau. « Julien, regarde là !» La voix de Marc était tremblante. Au milieu de la boue, un sac en toile blanche était coincé. Il était à moitié immergé, le bout déchiré, laissant s'écouler un liquide noir. L'eau autour était trouble et dégageait une forte odeur nauséabonde. Julien s'approcha et, avec un long bâton, toucha doucement le sac. Il était lourd et rigide. Au contact, un bruit de craquement se fit entendre de l'intérieur. Julien déglutit, figé, incapable de dire un mot. Marc recula d'un pas, le visage blême. Il ne cria pas, mais resta immobile comme une statue. « Mon Dieu, Julien, ce ne sont pas des ordures. » Ils se regardèrent, et Julien, les mains tremblantes, sortit son téléphone. Il prit plusieurs photos du sac, essayant de retenir sa respiration pour ne pas s'évanouir. Ensuite, ils partirent précipitamment, laissant le sac coincé dans les racines. Le lendemain matin, Julien et Marc allèrent voir le lieutenant Dubois, le visage tendu. Ils lui montrèrent les photos. Le lieutenant Dubois les fixa un long moment, la mâchoire serrée. Personne d'autre ne doit savoir ça pour l'instant. Si les habitants voient ça, ce sera le chaos. Je vais monter une équipe pour le récupérer discrètement. Cette nuit-là, le lieutenant Dubois, accompagné de 3 autres policiers,
arriva sur une petite barque. Ils étaient déguisés en pêcheurs, faisant semblant de vérifier leur filet. Julien et Marc attendaient à distance, le cœur battant à tout rompre. Les policiers sortirent lentement le sac de l'eau. Une odeur de putréfaction se répandit immédiatement, obligeant l'un d'eux à se couvrir le visage. « Ce n'est certainement pas du poisson, mon lieutenant, » murmura un policier. Mais Dubois lui fit signe de se taire. Le sac fut déposé dans la barque et rapidement emmené en ville, sans attirer l'attention. Une vague rumeur sur la découverte de quelque chose dans le canal commença à se propager. Les gens eurent encore plus peur. Les enfants furent interdits de jouer près de l'eau. Même certaines femmes au foyer verrouillaient leurs portes plus tôt. Le canal aveugle semblait étouffé sous une peur qu'on ne pouvait plus cacher. Sylvie, déjà anxieuse, devint encore plus inquiète. Elle avait l'impression que le bistrot la fixait à chaque fois qu'elle passait. La nuit, elle entendit un scooter s'arrêter devant sa maison un instant, puis repartir. Elle serra son plus jeune enfant dans ses bras, priant à voix basse « Faites que mon enfant ne soit pas la prochaine victime ». Quelques jours plus tard, les premiers résultats de l'analyse arrivèrent. Le lieutenant Dubois convoqua Julien et Marc au commissariat. Dans le petit bureau à l'odeur de papier moisi, il posa un dossier sur la table. Les premières analyses indiquent qu'il y a des restes humains dans le sac, dit-il lentement. Probablement une jeune femme, mais nous devons encore faire un test ADN pour confirmer s'il s'agit de Chloé. Julien se couvrit le visage de ses mains, tandis que Marc resta assis, raide, comme si la chaise portait tout le poids de son corps. Aucun mot ne fut prononcé, seulement un long silence. Le lieutenant Dubois les regarda. C'est une preuve cruciale, mais nous ne pouvons pas encore agir. Nous devons les prendre sur le fait, sinon ils pourraient nier. Dehors, le ciel du soir était sombre. Julien soupira longuement. « Marc, j'en peux plus. La nuit, je fais des cauchemars. J'ai peur qu'ils sachent que c'est nous qui les avons dénoncés. » Marc lui tapota l'épaule. « On est allé trop loin pour reculer maintenant. Si on arrête, tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. On doit être fort, pour Chloé, pour toutes les victimes. » Cette nuit-là, ils passèrent devant le bistrot, chez Lily et René. Les lumières étaient allumées. Des rires s'échappaient de l'intérieur. L'odeur de nourriture flottait dans l'air. Mais maintenant, chaque odeur leur donnait la nausée. Julien s'arrêta et fixa le bistrot avec un regard ardent. « Un jour, tout le monde saura ce que vous cachez. » Et dans le canal silencieux, les eaux sombres gardaient encore bien des secrets, attendant d'être découverts. La communauté du canal aveugle était devenue un village paralysé par la peur. Les nuits, autrefois animées de conversations, étaient maintenant silencieuses. Les habitants fermaient leurs portes plus tôt, baissant les lumières, avec pour seule compagnie le chant des grillons. Le bistrot, chez Lily et René, restait illuminé, mais les gens préféraient faire un détour pour l'éviter. Au marché, les rumeurs continuaient de circuler, mais plus doucement. Les gens n'osaient plus que chuchoter. « On dit que la police surveille », disait une maraîchère. Une autre la fit taire. « Ne parle pas si fort. Tu vas t'attirer des ennuis s'ils entendent. » L'atmosphère du marché n'était plus aussi joyeuse, mais plutôt comme un lieu attendant que quelque chose explose. Le lieutenant Dubois présidait une petite réunion au commissariat. Une carte de la communauté du canal aveugle était étalée sur la table. Il pointa l'emplacement du bistrot. « Nous ne pouvons pas nous précipiter. Nous devons les prendre en flagrant délit, sinon ils pourraient nier, dit-il fermement. Un policier leva la main. « Mon lieutenant, avons-nous assez d'hommes pour une intervention de nuit? Il pourrait résister. » Le lieutenant Dubois le regarda fixement. « Nous ne pouvons plus attendre. Chaque nuit qui passe pourrait signifier une victime de plus. » Julien et Marc, qui continuaient d'être les yeux de la police, se sentaient de plus en plus sous pression. Julien avait souvent l'impression d'être observé. Mais cette fois, ce n'était pas juste une ombre. Un matin, il trouva un morceau de papier froissé glissé dans la palissade devant sa maison. Le message était écrit en grosses lettres maladroites. « Arrête de te mêler des affaires des autres ou tu seras le prochain. » Son visage devint blême. Quand il montra le papier à Marc, ce dernier trembla. « Marc, ils savent. » Marc fixa le message un long moment, puis dit d'une voix faible, « Si on arrête maintenant, tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. On doit continuer à se battre. » Ils allèrent immédiatement signaler cela au lieutenant Dubois. Le jeune policier fronça les sourcils et garda le papier comme preuve. « Vous devez être encore plus prudent. Ne restez pas seul.
Je vais demander à mes hommes de surveiller discrètement votre quartier. » Pendant ce temps, Sylvie était de plus en plus hantée par la peur. Un soir, en rentrant tard du marché, elle passa près du bistrot et entendit un grand boum venant de la cuisine, comme si quelque chose de lourd était tombé, suivi d'un gémissement étouffé. Elle s'arrêta net, figée. Mais dès qu'une lampe fut allumée dans la cuisine, le bruit cessa. Lily apparut sur le pas de la porte et regarda la rue avec un léger sourire. Sylvie s'empressa de partir, le cœur battant à tout rompre. « Si je parle, je serai peu, être la prochaine à disparaître, » murmura-t-elle. La police intensifia sa surveillance. Ils ne se contentaient plus de se faire passer pour des clients. Certaines se déguisaient en routiers, s'arrêtant pour acheter des cigarettes, d'autres en vendeurs, à la sauvette, près du bistrot. Tout cela pour observer le comportement de René et de sa femme. Une nuit, Julien et Marc virent une scène qui les glaça. Par la porte arrière, René traînait un gros objet enveloppé dans un tissu sombre. Il avait l'air pressé, respirant fort. Ses mains calleuses laissaient des taches rouges sur le sol. Marc déglutit. « Julien, il faut vite prévenir le lieutenant. » Ils se précipitèrent au point de rendez-vous, le souffle court, et racontèrent ce qu'ils avaient vu. Le lieutenant Dubois hocha la tête. « C'est le moment. Nous ne pouvons plus attendre. Ce soir, nous serons prêts. » L'équipe de police fut déployée. Une partie était cachée près du canal, déguisée en pêcheurs de nuit. Une autre était sur la route principale, se faisant passer pour des chauffeurs en pause. Toutes les armes étaient prêtes, mais ils attendaient le bon signal. Dans la communauté, les habitants sentaient la tension sans en connaître les détails. Certains entendaient des bruits étouffés venant du bistrot, comme un cri avalé par le vent de la nuit. Certains voulaient aller voir, mais leurs voisins les en dissuadaient. « N'y va pas. S'il se passe vraiment quelque chose, on va avoir des ennuis. » Alors, ils se contentaient de regarder de derrière leurs fenêtres, observant l'ombre du bistrot et priant dans leur cœur. Julien observait le bistrot à distance avec Marc. La lumière de la cuisine vacillait. Il sentait l'air de cette nuit si lourd qu'il avait du mal à respirer. « Marc, j'ai peur. S'ils savent qu'on est impliqué, on est mort. » Marc lui posa une main sur l'épaule. « Si ce n'est pas nous, qui le fera? On doit être fort. Bientôt, tout sera fini. » Dans le bistrot, on entendait René dire à sa femme à voix basse. « Fais vite, que personne ne voit. » Le lieutenant Dubois, caché à proximité, serra sa radio dans sa main, les yeux grands ouverts. Autour de lui, tous les policiers retenaient leur souffle. La communauté était silencieuse, hormis le bruit des grillons et du vent soufflant sur la rivière. Tout semblait attendre une grande explosion. Et cette nuit-là, le canal aveugle fut de nouveau un témoin silencieux. L'ombre du danger se rapprochait et l'heure du jugement n'était plus qu'à quelques secondes. Cette nuit-là, le canal aveugle était plus silencieux que jamais. Les nuages cachaient la lune, et seule la lumière du bistrot chez Lily et René se reflétait sur l'eau frémissante. De loin, le bâtiment semblait normal, mais tous ceux qui étaient en planque savaient qu'un sombre secret s'y cachait. Le lieutenant Dubois et son équipe étaient prêts. Certains policiers étaient cachés derrière des bambous, d'autres dans une petite barque amarrée près de la rive, se faisant passer pour des pêcheurs posant leurs filets. Julien et Marc, bien qu'on leur ait demandé de rester en retrait, avaient choisi de suivre. « Vous devriez être à la maison », leur reprocha doucement le lieutenant Dubois. Julien le regarda avec détermination. « S'il se passe quelque chose, laissez-nous être témoins. Nous sommes impliqués depuis le début. » Le lieutenant Dubois les regarda longuement et finit par hocher la tête. « D'accord, mais ne bougez pas sans mon signal. » Il était presque minuit quand le son retentit. Pas un bruit étouffé, pas un murmure dans le vent, mais un cri long et strident, plein de douleur, qui traversa les murs en bois du bistrot. C'était clairement la voix d'une femme. Puis, le silence, comme si une main avait étouffé le cri. Marc agrippa le bras de Julien. « Julien, c'est la voix d'une personne, c'est sûr !» Le lieutenant Dubois donna le signal à son équipe. Sa radio grésilla. « Mon lieutenant, nous avons entendu aussi. » C'était bien un cri. À travers une fente de la fenêtre, des ombres bougeaient rapidement. On voyait René traîner quelqu'un dans la cuisine, suivi de Lily qui allumait une autre lampe. Le reflet d'un grand couteau apparut dans la pénombre. « Mon lieutenant, on y va !» murmura un policier. « Si on attend plus longtemps, quelqu'un va mourir. » Le lieutenant Dubois retint son souffle, le visage tendu. Mais il secoua la tête. Pas encore.
Il nous faut une preuve visuelle. Un simple cri ne suffira pas au tribunal. Si on entre sans preuve tangible, il pourrait être relâché. Julien retint ses larmes. Mon lieutenant, et si cette personne est Chloé? Si elle est encore en vie? Le lieutenant Dubois se tourna vers lui, sa voix basse mais ferme. Je voudrais y aller maintenant aussi, mais la loi ne se base pas sur l'émotion. Nous devons être sûrs qu'en entrant, nous aurons des preuves irréfutables. Dans le bistrot, on entendit le bruit de quelque chose de lourd traîner sur le plancher qui grinçait. La porte arrière s'ouvrit un instant, révélant un sac sombre traîné à l'extérieur. Mais avant que la police puisse s'approcher, la porte fut verrouillée. Le bruit d'une clé en fer résonna dans le silence. Un policier perdit patience. « Mon lieutenant, si on attend, la victime pourrait mourir. » Le lieutenant Dubois serra les poings, une lutte intérieure se livrant en lui. Mais son esprit savait qu'une décision impulsive pourrait tout gâcher. « On se retire pour ce soir. Demain, on obtiendra un mandat de perquisition, des caméras de surveillance et des renforts. Ils recommenceront, et à ce moment-là, on les prendra en flagrant délit. » Julien faillit crier, mais Marc le retint. L'équipe de police se retira silencieusement, se fondant dans l'obscurité. Le bistrot restait là, imposant, avec les lumières de la cuisine allumées jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, la rumeur du cri se répandit instantanément. Certains habitants affirmèrent l'avoir entendu venir du bistrot. Au marché, les gens se regroupaient, discutant de la possibilité de se faire justice eux-mêmes. « Si la police est trop lente, on doit s'en occuper nous-mêmes », cria un jeune homme. Un autre le calma. « Sois pas idiot. Si on se trompe de cible, c'est nos vies qui seront en danger. » Sylvie, qui entendait la conversation, devint encore plus pâle. Elle se souvint du boom, entendu dans la cuisine quelques jours auparavant. La nuit dernière, quand elle avait entendu le cri, elle avait aussi senti les portes de sa maison vibrer, comme si le son avait résonné jusqu'à chez elle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, serrant ses enfants dans ses bras. « S'ils sont assez audacieux pour enlever les enfants des autres, qui peut garantir que mes enfants seront en sécurité ?» murmura-t-elle à sa voisine, la voix tremblante. Sa voisine baissa la tête, n'osant pas répondre. Julien et Marc étaient rongés par la culpabilité. Ils avaient l'impression d'être observés en permanence par des yeux invisibles. Cette nuit-là, Julien s'endormit un instant et fut réveillé en sursaut par une voix faible à l'extérieur de sa fenêtre. Julien. La voix était douce et triste, comme celle de Chloé. Julien se leva d'un bond et ouvrit la fenêtre, mais dehors, il n'y avait que l'obscurité et le bruit du vent. Son corps tremblait, la chair de poule. Il referma rapidement la fenêtre et s'assit par terre, le souffle court. Le lendemain, il raconta à Marc. « J'ai entendu sa voix, Marc. Chloé a appelé mon nom. » Marc lui posa une main sur l'épaule. « C'est peu. Être un signe, Julien. Elle nous demande de ne pas abandonner. » Wachangwa. Au commissariat, le lieutenant Dubois n'était pas plus calme. Il savait qu'une décision tardive pourrait signifier une autre vie perdue. Mais en tant que policier, il était lié par les règles. Il regarda la carte du canal aveugle sur sa table. Sa voix était faible mais pleine de détermination. « Demain soir, nous interviendrons avec toutes les preuves, toutes les forces. Aucune erreur ne sera tolérée. » Chaoguo. La communauté du canal aveugle retenait son souffle comme si tout le village savait qu'un événement majeur était sur le point de se produire. Les prières et la peur se mêlaient. Tous attendaient la nuit suivante. La nuit qui pourrait mettre fin aux sombres secrets du bistrot chez Lily et René. La nuit suivante. Le canal aveugle semblait retenir une longue respiration. La lune se cachait derrière les nuages. Seul le bruit de l'eau du canal et le sifflement du vent se faisaient entendre. Le bistrot, chez Lily et René, était toujours illuminé, comme pour défier toutes les rumeurs. Mais tout autour, les ombres s'étaient épaissies. La police était en position, cachée derrière des bambous, assise dans des barques de pêche, avec de faux filets, et postée dans les petites rues, prête à intervenir. Cette nuit, il n'y aurait aucune échappatoire. Le lieutenant Dubois se tenait à son poste d'observation, les yeux fixés sur la porte arrière. « Les caméras fonctionnent » demanda-t-il rapidement. « Oui, mon lieutenant. Tous les angles de la cuisine et de l'arrière-cour sont enregistrés » répondit un membre de l'équipe. Le lieutenant Dubois hocha la tête. Le mandat de perquisition était en main. Il ne manquait plus que la preuve visuelle. Aucune erreur n'était permise.
Julien et Marc s'étaient cachés derrière un buisson, plus près que ce qui leur avait été autorisé. Leur cœur battait la chamade, leur visage était tendu. « Si on se fait prendre, on est mort », murmura Marc. « Je dois voir de mes propres yeux », répondit Julien, le regard enflammé. Vers 1 heure du matin, le son retentit soudainement. Un cri long et clair traversa les murs en bois. C'était la voix d'une femme, pleine de douleur. Cette fois, le son n'était pas étouffé, et les habitants des maisons voisines se réveillèrent en sursaut. La caméra infrarouge enregistra la scène avec une clarté effrayante. René traînait une jeune femme dans la cuisine. Lily alluma une lampe et attacha la femme à une chaise. Sa bouche était bâillonnée avec un tissu, ses yeux écarquillés imploraient de l'aide. Et quand son regard balaya la fenêtre, il croisa celui de Julien, caché derrière le buisson. Les yeux de la victime étaient remplis de larmes de terreur. Julien sentit son sang se glacer. Il ne pouvait plus rester passif. « Mon lieutenant, on a assez de preuves !» cria un membre de l'équipe. Le lieutenant Dubois leva la main. « Allez-y !» La police se mit en mouvement simultanément. L'équipe de devant défonça la porte principale en criant, tandis que l'équipe arrière encerclait la porte de la cuisine. Le bruit du bois qui se brise résonna dans la nuit. « Police, ne bougez plus !» René, surpris, attrapa rapidement un grand hachoir sur la table et, avec un rugissement de bête, le lança vers la porte. 2 policiers parèrent le coup avec leurs matraques. Le bruit du métal qui s'entrechoque fut assourdissant. Lily hurla hystériquement et tenta de s'enfuir par la fenêtre, mais un policier la maîtrisa. Ses mains griffaient dans le vide jusqu'à ce qu'on lui passe les menottes. Julien ne put se retenir. Il se précipita par la porte arrière et courut vers la victime. « Calmez-vous, on est là pour vous aider !» cria-t-il en défaisant ses liens avec des mains tremblantes. René le vit et, avec un regard féroce, tenta de se jeter sur lui. Mais cette fois, la police fut plus rapide. 2 agents le plaquèrent au sol. Le hachoir lui échappa des mains et tomba avec un bruit métallique. René se débattit, mais un coup de crosse de fusil le fit perdre connaissance. La jeune femme fut libérée. « Tenez-lui la main et sortez-la d'ici. Vous êtes en sécurité maintenant, venez avec nous. » Devant la maison, les habitants réveillés commençaient à se rassembler. Certains pleuraient, d'autres protégeaient leurs enfants en leur couvrant les yeux, et d'autres encore, furieux, criaient qu'ils allaient brûler le bistrot, cette nuit même. « Ne laissez pas la justice s'en occuper !» Le lieutenant Dubois cria. « Reculez !» Un homme s'avança, le visage rouge de colère. « Vous ne savez pas ce que c'est. On a mangé ici pendant des années. On a été trompés au point de devenir presque des bêtes, dit-il en sanglotant, avant que ses voisins ne le réconfortent. » Au milieu de la foule, Sylvie s'approcha, le visage blême, le corps tremblant. Elle attrapa les bras de Julien et Marc. « Vous avez été si courageux. Sans vous, cette affaire n'aurait jamais été révélée. Merci. » Sa voix se brisa, ses yeux étaient pleins de larmes. La police sortit René et Lily menottés. Les habitants les regardèrent avec un mélange d'horreur et de colère. Certains crachèrent par terre. D'autres prièrent pour que leur village soit purifié de ces ténèbres. Dans le bistrot, une autre équipe trouva de nombreuses preuves. Des planches à découper couvertes de taches rouges, des sacs noirs remplis de vêtements déchirés et plusieurs grands couteaux. Mais une chose arrêta le lieutenant Dubois. Un vieux carnet était posé sous une pile de sacs. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait des dates, des chiffres et des initiales. Cela ne ressemblait pas à une liste de courses. X12, CEP et 3. Dubois fronça les sourcils. Ce n'est pas un carnet de cuisine, c'est un code. Un policier s'approcha. Ce pourrait être la liste des victimes, mon lieutenant. Dubois referma le carnet, la mâchoire serrée, ou une liste de commandes. Un silence s'installa dans la pièce. Tous réalisèrent qu'ils n'avaient pas affaire à un simple couple de fous, mais à quelque chose de plus grand, de plus sombre, qui tirait les ficelles en coulisses. Dehors, les habitants étaient toujours rassemblés. Certains avaient allumé des torches, voulant détruire le bistrot sur le champ, mais la police les en empêcha. Ce lieu est maintenant sous scellé. Personne ne touche à rien, ordonna Dubois fermement. Cette nuit-là, le canal aveugle ne serait plus jamais le même. Le secret caché par la fumée de la cuisine avait enfin été révélé. Mais la peur persistait. Dubois se tenait devant le bistrot, le vieux carnet à la main. Il regarda Julien et Marc et dit à voix basse, « Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. La véritable racine du mal attend encore d'être déterrée. » Cette nuit-là,
Le commissariat du canal aveugle n'avait jamais été aussi animé. La lumière des néons était crue, les ombres des chaises en métal s'étiraient sur le sol. Dans la salle d'interrogatoire, 2 silhouettes étaient assises, menottées, le visage blême et couvert de sueur. René fixait la table d'un regard vide, tandis que Lily sanglotait par intermittence, puis se taisait comme une statue. En face, le lieutenant Dubois ouvrit un grand dossier. Il étala sur la table des photos d'épreuves, les sacs noirs, les hachoirs tachés, les relevés de virements bancaires et le vieux carnet rempli de codes étranges. Qui a écrit ça? La voix de Dubois était calme mais tranchante. Lily trembla. C'est René qui écrivait. Moi, je ne faisais que cuisiner. Dubois se tourna vers son mari. X12, sept et 3. Ça veut dire quoi? René leva la tête et esquissa un léger sourire. Ce ne sont que des symboles. Vous ne comprendrez jamais. Dubois frappa la table. On a trouvé des virements pour des sommes énormes et même des tampons étrangers sur des sacs en plastique. Ne faites pas l'idiot. Dites la vérité. Mais René se contenta de soupirer, l'air las. Vous croyez que ce monde est si propre? Les grandes villes là, dehors, sont pleines d'endroits comme celui-ci. Le canal aveugle n'est qu'un petit point. Vous ne pourrez jamais tout nettoyer. Ces paroles glacèrent l'atmosphère de la pièce. Lily se remit à pleurer plus fort. Je ne savais pas grand-chose. Ils venaient la nuit, ils donnaient de l'argent, parfois ils amenaient des choses. C'est René qui leur parlait. Moi, je ne faisais que cuisiner. S'il vous plaît, je ne veux plus faire ça. Dubois la fixa. Ils sont venus combien de fois? Je ne sais pas. Trop souvent, répondit Lily en se couvrant le visage. Pendant ce temps, devant le commissariat, une foule de villageois était massée derrière les barrières. Certains criaient pour réclamer la peine de mort, tandis que d'autres baissaient la tête, épuisés, se tenant le visage. Une vieille femme tenait une photo de son fils disparu 2 ans plus tôt, criant hystériquement « Monsieur l'agent, regardez dans ce carnet, peut être que le nom de mon fils y est. » Un jeune homme, les yeux rouges, hurla « Brûlez-les, ne les laissez pas vivre. » Les policiers de garde durent former un cordon pour contenir la foule en colère. Dans un coin, certains villageois s'étaient assis sur des nattes, refusant de rentrer chez eux. « On va veiller toute la nuit. On a peur que quelqu'un s'échappe, » dit un père en serrant ses genoux. Un autre écrivait les noms des membres de sa famille sur une planche de bois et la posait devant la barrière. « Si on disparaît, au moins on saura qui chercher, » dit un jeune homme d'une voix rauque. Julien et Marc se tenaient au milieu de la foule, le visage livide. Depuis l'arrestation, leur sommeil était perturbé. Julien ne pouvait plus toucher à la viande. Il ne pouvait que boire de l'eau ou manger les bananes bouillies que sa mère lui préparait. Chaque fois que je vois de la viande, j'ai envie de vomir, Marc. C'est comme si j'avalais du sang, dit-il d'une voix sèche. Marc n'était pas dans un meilleur état. Il n'osait plus passer près d'un restaurant, même un simple stand de poulet rôti. J'en peux plus. Rien que l'odeur de la fumée de cuisine me donne la nausée, murmura-t-il. Les deux se regardèrent, les yeux de Julien remplis de larmes. Si René dit vrai, qu'il y a plein d'endroits comme ça dehors. Combien de gens ont déjà été victimes? Combien de familles attendent sans rien savoir? Marc ne répondit pas. Les mots étaient trop lourds, trop perçants. Dans la salle d'interrogatoire, Dubois changea de tactique. Il se pencha et regarda René droit dans les yeux. « Tu crois que ton silence va protéger ceux qui sont derrière toi? Tu te trompes. Chaque note, chaque chiffre dans ce carnet nous mènera à eux. » René grogna. « Si vous osez, mais souvenez-vous, plus vous irez profond, plus ce sera sombre. Il y a des gens auxquels même vous n'oserez pas toucher. » Dubois réprima sa colère et se leva. Il prit le vieux carnet et le referma brusquement. Il savait que les paroles de René n'étaient pas que des menaces en l'air. En sortant de la pièce, Dubois marcha dans le long couloir. Les cris des villageois de l'extérieur résonnaient encore. Il s'arrêta un instant, fixant le carnet dans sa main, et murmura « Si ce carnet dit vrai, nous ne sommes pas encore entrés en enfer. Nous sommes juste devant la porte. » Le lendemain matin, le canal aveugle était silencieux comme un village fantôme. Le marché, autrefois animé, était désert. Les magasins avaient baissé leurs rideaux, certains affichant une petite pancarte fermée. Les villageois préféraient cuisiner chez eux. De simples légumes bouillis, du poisson salé ou du riz avec du sel. Personne n'osait plus acheter de plats préparés. Au commissariat, le lieutenant Dubois présidait une petite réunion.
Sur la table, le vieux carnet avec ses codes étranges, X12, 7 et 3, était posé à côté des relevés de virement de plusieurs centaines de milliers d'euros et des sacs en plastique avec des tampons étrangers. Chaque fois que ce code apparaît, cela coïncide avec une disparition signalée, dit Dubois en tapotant la page. Ce n'est pas une coïncidence. Le sergent Didier, un enquêteur, apporta un dossier. On a suivi la piste de l'argent, mon lieutenant. La destination est Paris. Puis c'est réparti sur plusieurs petits comptes pour finir sur un compte au nom d'une société, Groupe Monclar Import-Export. La société existe vraiment? Demanda Dubois. Sur le papier, oui, mais l'adresse n'est qu'un vieil entrepôt. Pas de réelle activité. Dubois grimaça. C'est clair. René et Lily ne sont que des pions. Le gros de l'argent va ailleurs, à des gens bien plus professionnels pour se cacher. Pendant ce temps, dans le village, l'atmosphère devenait encore plus effrayante. La nuit, les habitants organisaient des rondes. Des jeunes hommes patrouillaient avec des torches et des gourdins, inspectant les ruelles sombres. Les enfants étaient interdits de sortir après le crépuscule. Même le chant des grillons semblait sinistre pour les femmes attendant le retour de leur mari. Si un étranger entre dans le village, on doit le savoir, déclara le maire en menant une patrouille. Mais la peur ne disparaissait pas. Les chuchotements persistaient. Et s'il y a d'autres réseaux, s'ils reviennent ici, Julien sombrait de plus en plus dans la détresse. Il refusait toute viande. Sa mère était désespérée. « Mon fils, tu maigris de jour en jour. Tu dois manger. » Julien se contentait de secouer la tête. À son bureau, il commença à tenir son propre journal. Chaque cauchemar, chaque son qui résonnait encore dans ses oreilles, il l'écrivait en détail. « Peut-être qu'un jour, ça servira de preuve. » murmura-t-il. Mac n'allait pas mieux. La nuit, il se réveillait souvent en sursaut, entendant le chant d'un coq à une heure inhabituelle. « Julien, tu entends ?» « C'est encore un cri, » disait-il, le visage blême. Julien essayait de le calmer, même si lui aussi avait la chair de poule. Au commissariat, l'enquête s'intensifiait. Le sergent Didier rapporta, en plus du groupe Monclar, d'autres noms apparaissent sur les virements. Un certain Gédix Sept. On ne sait pas encore qui c'est, mais les montants sont énormes. Des centaines de milliers d'euros chaque mois. Le lieutenant Dubois se passa la main sur le visage et regarda son équipe. Ce n'est plus une simple affaire de meurtre. C'est du trafic d'êtres humains, un réseau. Et chaque code dans ce carnet pourrait être le nom d'une personne ou d'un lieu. On doit être prudent. Cette nuit-là, une réunion d'urgence eut lieu. Le commissaire divisionnaire était présent et avertit fermement. Cette affaire est remontée au niveau central. Aucune fuite d'informations. On ne sait pas qui est impliqué. Shojanti. Dans le village, les habitants étaient de plus en plus agités. Une jeune femme pleurait en serrant son enfant sur son balcon. « Si je disparais, qui s'occupera de mon bébé ?» répétait-elle. Certains pères de famille avaient installé un poste de garde de fortune à un carrefour, veillant avec un petit feu de camp jusqu'à l'aube. La peur était comme un brouillard épais qui recouvrait le canal aveugle. Chaque pas semblait surveillé, chaque regard perçu comme une menace. Dans son bureau, Dubois referma un rapport, fixant le vieux carnet sur la table. « La piste de l'argent est comme une pelote de nœuds, » murmura-t-il. « Si on tire le bon fil, elle pourrait se dénouer. Mais si on tire le mauvais, ce fil pourrait nous étrangler. » Plusieurs jours après l'interrogatoire de René et Lily, l'atmosphère au canal aveugle devint encore plus effrayante. Les rues du village, autrefois animées, étaient maintenant désertes. Les enfants ne couraient plus dans les cours, leurs parents leur interdisant de sortir après le crépuscule. Les restaurants étaient fermés, ne laissant qu'une petite épicerie vendant du riz et des produits de première nécessité. Au commissariat, le lieutenant Dubois reçut un nouveau rapport de l'équipe de renseignement. Sur l'écran de l'ordinateur, une trace numérique apparut. La photo d'un homme en costume noir, un certain monsieur Sylvain Monclar, directeur général du groupe Monclar. C'est lui qui apparaît sur la piste financière à Paris, déclara le sergent Didier. Sa société prétend importer et exporter de la viande, mais il n'y a aucune activité réelle. En revanche, des colis sont envoyés régulièrement à un restaurant de luxe à Paris, le Rot Doré. Le Rot Doré, Dubois fronça les sourcils. Cet endroit est connu pour son menu de viande spécial, n'est-ce pas? Oui, mais l'origine des ingrédients est floue. Tout indique que les colis de l'entrepôt abandonné en banlieue,
Ils sont envoyés directement. La décision du commissaire fut rapide. Former une équipe. On ne peut pas rester ici à attendre. Prochaine cible, le restaurant L'Aurore Dorée. Cette nuit-là, Dubois et son équipe prirent la route. Ils se firent passer pour de simples clients. De l'extérieur, L'Aurore Dorée était luxueux, avec ses lustres scintillants et ses clients bien habillés. Mais Dubois sentit une froideur invisible. Le personnel les accueillit avec un sourire poli, mais un regard évaluateur. Le menu qu'on leur présenta était suspect. Un plat s'appelait la spécialité du chef, sans aucune description de son origine. Dubois fit semblant de le commander et mit discrètement un petit morceau de viande dans un sac en plastique spécial. Pour le laboratoire, murmura-t-il à son collègue. De la table voisine, il entendit des bribes de conversation. Dans un salon VIP, au 2e étage, apparut la silhouette de l'homme de la photo, Sylvain Monclar. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, son costume noir sur mesure. Il était assis au milieu d'invités importants, le visage calme et autoritaire. « Les affaires se portent bien », dit Monclar d'une voix neutre mais puissante. « Ne vous inquiétez pas des rumeurs de ce petit village. La marchandise continue d'être livrée. Les clients sont satisfaits. La prochaine phase commencera bientôt. » Dubois retint son souffle, notant chaque mot. Il savait qu'il était face au cerveau de l'ombre qu'il recherchait. Pendant ce temps, au canal aveugle, la peur des habitants s'intensifiait. Les rondes nocturnes continuaient, mais des conflits commençaient à éclater. On accusait des voisins d'être des complices du réseau. « Il sort souvent la nuit. Il doit être impliqué !» cria un homme, provoquant presque une bagarre. Certaines familles décidèrent même de déménager. On ne peut plus vivre dans cette peur constante. Mieux vaut partir, dit un père en chargeant des sacs de riz dans sa camionnette. Sylvie ne pouvait que soupirer, serrant ses enfants contre elle. Elle savait que son village ne serait plus jamais le même. Julien et Marc sentaient la menace se rapprocher. Une nuit, en rentrant chez eux, ils virent une moto noire les suivre lentement, les phares baissés, leur donnant la chair de poule. Mais le plus choquant fut le lendemain matin. Devant la maison de Julien, un autre papier froissé était posé. Le message, écrit d'une écriture hâtive, disait « Arrête de te mêler des affaires des autres ou tu serras le prochain. » Marc trembla en le lisant. « Julien, ils connaissent ton adresse. » Julien serra le papier. « On doit prévenir la police. On ne reculera pas, même s'ils essaient de nous intimider. » Au commissariat, les résultats du laboratoire de l'échantillon de l'Aurore Dorée arrivèrent. L'ADN trouvé dans la viande correspond à celui des échantillons de victimes du canal aveugle. Dubois serra les poings. Les preuves sont claires. Ce n'est pas juste une affaire de village. Ce réseau est énorme, et Monclar en est le centre. Mais il réalisa que combattre Monclar ne serait pas facile. Cet homme avait de l'argent, des relations, et peut être des protecteurs influents. Cette nuit-là, dans son bureau, Dubois fixa une grande carte avec des lignes rouges reliant le canal aveugle, Paris et l'étranger. « Toutes ces pistes nous mènent au cœur du réseau », murmura-t-il. « Mais plus on s'approche du centre, plus l'enjeu est grand. » Au même moment, au dernier étage de l'Aurore Dorée, Sylvain Monclar se tenait devant une grande baie vitrée, regardant les lumières scintillantes de la ville. Il prit son téléphone. Sa voix était glaciale. « Tout se déroule comme prévu. La prochaine phase commence ce soir. » Son sourire était léger, mais suffisant pour glacer le sang de quiconque le verrait. Le canal aveugle était de plus en plus oppressé par la peur. Le jour, les gens allaient encore au champ, mais leurs pas étaient rapides, la tête baissée. La nuit, les rues du village étaient sombres, car de nombreuses maisons éteignaient leur lumière plus tôt. Mais la peur se transforma peu à peu en colère. Cet après-midi-là, des dizaines de villageois se rassemblèrent à la mairie. Ils criaient, exigeant que la police agisse plus vite. « Combien de temps devrons-nous vivre dans cette ombre ?» hurla un père, le visage rouge. « Si la police ne peut rien faire, laissez-nous nous en occuper. » Une mère brandit une photo de son fils disparu 3 mois plus tôt, les larmes coulant sur ses joues. « Nous avons attendu trop longtemps. Ne les laissez pas s'en tirer. » L'atmosphère devint tendue, au bord de l'émeute, tandis que le maire tentait de calmer les esprits. Mais la colère des villageois était comme un brasier prêt à s'enflammer. Au commissariat, une grande réunion eut lieu. Le commissaire divisionnaire pointa la grande carte.
Les lignes rouges reliaient le canal aveugle, Paris et l'étranger. Nous avons les preuves ADN de l'euro doré. Nous savons que l'argent transite par le groupe Monclar. Notre cible est claire, Sylvain Monclar. L'opération Ombre Noire commencera cette semaine. Dubois ajouta, mais nous devons être prudents. Monclar a de solides relations. Si nous agissons de manière impulsive, il pourrait s'échapper et toutes les preuves disparaîtraient. L'équipe fut divisée en 2 unités. L'une s'infiltrerait à Paris, l'autre suivrait la piste financière à l'étranger. Dubois dirigerait l'équipe de terrain, prêt à affronter le plus grand risque. Pendant ce temps, dans le village, la menace contre Julien et Marc devenait de plus en plus claire. Après les jets de pierre contre sa maison, une voiture noire se mit à tourner lentement devant chez Julien au milieu de la nuit. Le lendemain matin, leur voisin, Monsieur Ousmane, vint les voir, le visage blême. « Je l'ai vu de mes propres yeux, Julien. Une voiture noire s'est arrêtée devant chez toi un moment. L'homme à l'intérieur fumait une cigarette, puis il est parti rapidement. Je n'ai pas bien vu son visage. » Julien serra le papier de menace qu'il avait gardé. « Ça veut dire qu'il nous surveille. » Sa mère le supplia. « Arrête mon fils. Nos vies sont en danger. » Mais Julien secoua la tête. « Maman, si on recule, ils continueront à enlever des gens. Il y aura de plus en plus de victimes. » Marc, bien que tremblant, lui tapota l'épaule. « Si tu continues, je suis avec toi. On est allé trop loin. » So, de l'autre côté, dans une luxueuse villa en banlieue de Paris, Sylvain Monclar tenait une réunion secrète. Plusieurs hommes en costume étaient assis autour de lui, la fumée de cigares emplissant la pièce. Monclar ouvrit un dossier rempli de rapports. Les livraisons se déroulent normalement. Le petit village est sous contrôle, mais j'ai entendu dire que 2 jeunes en savent trop. Un de ces sbires baissa la tête. Oui, patron. Ils s'appellent Julien et Marc. Ce sont les premiers à avoir eu des doutes sur notre filière. Monclar soupira longuement, puis sa voix devint glaciale. Alors, éliminez-les. Ne laissez pas 2 gamins détruire une affaire de plusieurs millions. L'ordre tomba comme une sentence de mort, et tous dans la pièce hochèrent la tête sans protester. Cette nuit-là, le canal aveugle fut de nouveau secoué. Une jeune fille du village disparut en rentrant de l'épicerie. Mais cette fois, le véritable ennemi n'était pas un voisin, ni un étranger, mais le réseau obscur qui opérait en coulisses depuis toujours. Le lendemain, l'interrogatoire de 2 hommes masqués permit de remonter jusqu'à la cachette de Sylvain Monclar. Une opération de grande envergure fut lancée dans la luxueuse villa en banlieue. Monclar, qui avait toujours gardé son calme, ne pouvait plus se cacher. Alors que la police encerclait la villa, il se tint sur son balcon, arborant toujours un sourire méprisant. « Vous croyez que m'arrêter vous fera gagner? Il y en a plein d'autres dehors, » dit-il froidement. Mais cette fois, les preuves étaient accablantes. Son ordinateur portable, les documents de livraison, les aveux de ses hommes de main et les témoignages des villageois. Monclar fut menotté et emmené. Le visage impassible. Des centaines de villageois rassemblés dans la rue le regardèrent passer, certains en colère, d'autres en larmes, mais tous soulagés. Au canal aveugle, la situation commença lentement à s'apaiser. Les barrages routiers furent enlevés. Les postes de garde restaient, mais les cris paranoïaques avaient cessé. Les villageois commencèrent à réaliser que leur peur excessive avait failli détruire leur propre communauté. Au crépuscule, Julien et Marc se tenaient au bord du canal. Le soleil se couchait lentement, reflétant une lumière dorée sur l'eau. Marc murmura « J'ai encore du mal à croire que tout ça s'est passé dans notre village. » Julien soupira longuement. « J'ai appris une chose, Marc. La peur peut nous faire oublier qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Si on laisse la peur nous dominer, on peut devenir plus dangereux que l'ennemi lui-même. » Le lieutenant Dubois, qui passait par là, entendit cette phrase. Il sourit légèrement. « Vous deux, vous avez appris plus vite que beaucoup d'adultes. Souvenez-vous, le crime ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il naît de l'avidité, du désespoir. La seule façon de le combattre est de s'accrocher au bien. » Les jours suivants, le canal aveugle commença à se reconstruire. Ce ne fut pas facile. De nombreuses familles étaient encore traumatisées. Certaines avaient perdu des êtres chers, mais ils commencèrent à se soutenir mutuellement. Le marché redevint animé, les champs furent de nouveau cultivés. Il faudrait du temps, mais le village avait retrouvé son chemin. Pour Julien et Marc,
Cette expérience laissa des cicatrices, mais leur donna aussi de la force. Ils savaient que leur vie ne serait plus jamais la même, mais ils savaient aussi qu'ils avaient la grande responsabilité de protéger leur village, pour que l'ombre noire ne revienne jamais. Et pour nous qui avons écouté cette histoire, il y a une leçon précieuse. L'avidité peut faire perdre à l'homme sa conscience, tandis que la peur peut nous aveugler à la vérité. Mais tant qu'il y aura des gens qui oseront parler, même d'une voix faible, les ténèbres ne pourront jamais vraiment triompher. Mes amis, si vous étiez dans la même situation que Julien et Marc, jeunes mais confrontés à une menace aussi grande, que feriez-vous? Écrivez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. De cette longue histoire que nous venons d'entendre, il y a beaucoup de choses à méditer. Le crime ne naît pas toujours de l'extérieur, mais grandit à l'intérieur de l'esprit humain, dominé par l'avidité, le désespoir et la peur. Et la peur, si on la laisse faire, peut nous rendre aveugles au point d'accuser nos propres amis ou de nous détruire nous-mêmes. Alors, apprenons à garder le cœur pur, à ne pas croire facilement aux rumeurs, à ne pas accuser hâtivement sans preuve. Face aux problèmes, faisons face avec sagesse, en nous soutenant les uns les autres et non en nous détruisant. Et surtout, ne laissons pas la peur dominer nos vies. Tant qu'il y aura des gens qui oseront parler, même d'une voix faible, la vérité trouvera toujours son chemin. Engageons-nous tous à suivre cette leçon, à nous accrocher au bien, à prendre soin de nos familles et de nos communautés, et à ne jamais céder aux ténèbres.